Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, vous le savez, c'est chaque semaine une conversation inspirante avec une personne résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Boutin, le patron de l'agence AB Prod. Ingénieur de formation en développement informatique, Arnaud travaille dans l'industrie jusqu'en 2007, puis devient en 2015 le patron d'AB Prod, une agence de communication avec d'ailleurs la 3D comme premier cœur de métier, et qui compte aujourd'hui 18 salariés. Arnaud nous livre dans cet épisode sa vision de l'entreprise libérée, avec notamment une analyse extrêmement intéressante du management des nouvelles générations. Vous l'entendrez, Arnaud a le don d'illustrer son propos avec des exemples de la vie quotidienne des salariés. Il nous explique pourquoi il y a des consoles de jeux au sein de la société, que la gestion de l'efficacité est plus importante à ses yeux que la gestion du temps de travail. Il nous décrit également un processus fondamental à ses yeux et souvent négligé, la dépression post-projet. On a parlé de leadership, de grandes tendances de communication, d'innovation, de recrutement, et enfin du rôle social des entreprises. Bref, pour les amoureux du management, prenez des notes, car beaucoup de vos certitudes pourront être chamboulées par le discours d'Arnaud. Pour les autres, vous allez découvrir un mode de fonctionnement tourné vers le plaisir au travail. Allez, je vous embarque à la rencontre d'Arnaud Boutin, le boss décoiffé et décoiffant d'AB Prod. Goodberry, c'est parti. Salut Arnaud. Bonjour. Bienvenue sur Goodberry, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci. Si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours. Mais avant, je voudrais que tu nous présentes la société et qu'est-ce qu'une boîte de com, surtout. Donc AB Prod, c'est une agence de communication. On est un peu plus qu'agence de communication, on fait d'autres petites choses aussi, mais principalement sur l'agence de communication. Alors maintenant, j'ai deux sociétés, c'est AB Prod et MFV. L'agence de communication, ça sert à optimiser la communication des entreprises. Ça sert à conseiller, bien sûr, mais à souvent optimiser pour dire aux gens, ça c'est plutôt pour vous, ça c'est moins pour vous. Trouver les bons supports, essayer de trouver ce qui va être un peu original et ce qui va caler aux besoins des gens. Donc on répond aux besoins, comme répondrait n'importe quelle autre entreprise, mais sur ce domaine un peu plus abstrait qu'est la communication. Dire à un artisan, je pense qu'il faut que vous fassiez un marquage sur votre véhicule parce que vous allez de chantier en chantier, mais le numérique c'est peut-être moins important pour vous. Dire à une boutique, surtout maintenant, faites du numérique parce que c'est ça qui va vous rapporter un peu d'argent. C'est essayer d'avoir un peu le retour du marché sur ce qui est efficace en communication pour optimiser le budget des gens. On ne cherche pas à prendre plus d'argent finalement, ceux qui veulent communiquer. On cherche à faire que l'argent qu'ils dépensent, ils le dépensent bien et avec une efficacité maximum. Quand tu étais petit, toi Arnaud, tu voulais pas forcément monter une boîte de com, j'imagine. Non. T'avais un métier en tête, toi? Alors oui, et je le fais parce que je disais AB Prod est un peu plus qu'une agence de com. On a une grande partie digitale dans AB Prod sur le développement logiciel, sur laquelle on communique pas trop en local parce que on a du marché plutôt national sur ce domaine-là. Et moi, quand j'étais petit, je voulais faire développeur informatique et je suis développeur informatique. Alors, être chef d'entreprise, comme dirait Coluche, c'était premier à un concours de circonstances. J'avais deux associés au départ quand on a monté AB Prod en 2007. Et puis après, les chemins ont divergé. Pas tout le temps pour des fâcheries, quelquefois pour des bonnes raisons, parce que quelquefois, on a tous envie de voler un peu de nos propres ailes. Donc, je me suis retrouvé tout seul en 2015. Et du coup, j'ai vraiment pris la casquette de chef d'entreprise. J'avais pris un peu avant déjà, mais j'ai vraiment pris la casquette de chef d'entreprise soliste en 2015. Puis j'avance, je gère. Moi là-bas, je suis un technicien. Alors c'est un peu ce qui fait le management un peu particulier d'AB Prod. Je suis pas un chef d'entreprise, je suis un technicien. J'aime bien le rappeler parce qu'en management, je trouve que ça change pas mal les choses. Et je fais encore ce que j'aime faire. Et ça change aussi pas mal les choses parce que je suis un des productifs de la société. Je suis pas un chef d'entreprise qui chapote, je suis un chef d'entreprise qui met les mains dans le cambouis. Donc ça, c'est ce que je voulais faire depuis tout petit. Mon premier ordinateur, je l'ai acheté en 1989, je crois, au siècle dernier. C'était un Atari 520 ST, c'était une Rolls à l'époque. Et ouais, j'ai voulu faire ça depuis très longtemps. Et quand tu dis que le management est un peu différent, c'est-à-dire ? Alors, moi, ma formation, j'ai fait un DUT et après, j'ai fait une école d'ingénieur. École d'ingénieur par alternance. En école d'ingé, on voit quand même des bases de management. On a quelques bases comme ça, mais c'est du management, encore une fois, des années 2000. Donc, c'est pas du management poussé. C'était pas le fondamental de la formation de technicien. Donc, j'ai plutôt appris le management sur le tas et un management plutôt
Plutôt sur le résultat, vraiment pas de fioriture, pas l'aspect quelquefois un petit peu scénarisé du management. Bonjour monsieur, faites ça, voilà, un tableau de bord toutes les semaines, etc. Plus une focalisation opérationnelle, ce qui à mon avis change quand même la manière de manager. Vraiment plutôt pas sur la forme. Dans la gestion d'AB Prod, on n'est pas rigoureux sur nos horaires à nous, on n'est pas rigoureux sur la manière dont on travaille. Si les gens ont envie de prendre une petite pause, ils peuvent le faire, etc. Parce qu'on est sur des travaux intellectuels et au final, dans le management, je m'en fiche du moment que les choses sortent à la fin. Donc vraiment très opérationnel. Je pense que ça, c'est un signe, c'est une caractéristique des gens qui sont des techniciens qui travaillent. C'est-à-dire vraiment pas une nécessité d'un rituel autour du management, mais un management très terre-à-terre et opérationnel. Et tu penses que c'est possible parce que tu as une équipe jeune ? Ça dépend. La réponse est ça dépend. Alors l'équipe jeune, ouais, relativement, même si on s'étend de 20 à 50 ans. Hein. Donc on est quand même assez élargi, mais avec des paliers, une masse à 20, une masse à 30, une masse à 40 et un petit peu à 50. C'est un état d'esprit, je pense, cette manière de gérer là. La différence avec les jeunes, au contraire, je dirais que les jeunes dans l'aspect opérationnel, c'est presque plus négatif que ceux qui ont déjà une expérience. En fait, ceux qui ont une expérience, quand tu fais un management opérationnel, je trouve que ça les libère par rapport à tout ce qu'on perdait comme temps avant dans un management scénarisé. Et donc, les gens qui ont de l'expérience, en général, voient l'avantage de ce type de management-là. Alors qu'un jeune qui n'a rien connu avant va considérer que c'est la normalité et... Bon, pour lui, il gagne rien, il perd rien, il n'a pas de référentiel. Quelqu'un qui a un peu plus d'expérience et à qui on va donner un peu plus de liberté va être finalement plus conscient de la liberté qu'il a, des limites qu'il y a, et va être plus facile à appréhender dans son comportement. Après, sur la partie jeune, c'est d'autres problématiques de management sur les nouvelles générations, où là, il y a vraiment des ruptures de fonctionnement, de logique mentale par rapport à moi qui suis vieux, à plus de 40 ans, on va dire. Alors, c'est moins du management par la récompense. C'est des gens, les jeunes qui sortent maintenant, alors je ne juge pas à tort ou à raison, encore une fois, hein, c'est juste la différence entre notre manière de fonctionner et la leur. Ils ont envie de faire quelque chose de leur vie, ils ont envie de profiter de la vie, ils n'ont pas envie de... Le boulot, pour eux, ce n'est pas une finalité. Alors que notre génération qui a connu le chômage, etc., qui a eu des crises un peu plus larges, nous, tu donnes un CDI, t'es content, tu sors le champagne. Moi, j'ai eu, il y a quelques années, plusieurs qui avaient des CDI, qui ont cassé les CDI pour aller faire le tour du monde. Ou alors pour déménager parce qu'ils n'avaient plus d'amis ici, donc ils s'embêtaient, et donc ils sont partis. Ce qui était très rare de notre époque. Ouais, à notre époque, tu cassais pas un CDI, tu l'avais, tu cassais ton CDI, on clouait au pilori, hein, c'était mort. Maintenant, voilà, ils ont pas ça, c'est vraiment l'épanouissement dans le travail, faut pas que ça devienne un frein, faut pas que ça devienne une contrainte, etc. Donc ça, c'est la nouvelle génération et j'ai l'impression, alors dans le monde où on est Covid, que ça va devenir vraiment encore plus vrai et que ça va peut-être un peu s'étendre aux générations au-dessus. Encore une fois, je critique pas à tort ou à raison, mais c'est vrai que les axes de motivation sont pas les mêmes. L'argent n'est pas forcément une motivation, même si ils sont contents de gagner de l'argent, mais c'est pas une finalité. S'ils s'embêtent dans le travail, tu peux leur donner plus d'argent, ils vont quand même se barrer. C'est pas une finalité. Il faut vraiment une certaine plénitude au travail, un certain bonheur au travail. Surtout sur les travaux un peu intellectuels comme nous, où tu dois faire de la créa, où tu dois faire de la programmation, où tu dois faire des choses comme ça. Donc c'est une autre façon de manager, ce qui est un peu compliqué quand on a moins de carottes, on n'a pas nos carottes habituelles qu'on pourrait avoir en management. Il faut le faire vraiment différemment. J'ai eu des soucis aussi sur certains qui n'ont pas d'aspect rébellion. C'est-à-dire qu'en fait, on peut essayer de leur dire « Allez, vas-y, je te mets au défi ». Mettre au défi, ça ne marche pas forcément beaucoup pour eux parce qu'ils n'ont pas cette volonté. Voilà. Si ça les embête trop, ils zappent et ils passent à autre chose. Dans ce comportement, tu arrives toi à inculquer une culture d'entreprise ? Si les gens sont, tu vois, un peu distants de la boîte. Ouais, c'est difficile, honnêtement. Ceux qui rentrent pas... Moi, c'est l'exigence. Avant tout, ce que je mets dans le travail, c'est l'exigence. L'exigence du résultat. Les gens s'organisent comme ils veulent, mais il faut que j'ai un résultat qui soit nickel. Et ça, je leur mets dès le départ parce que ça me permet en plus, après, de leur donner de l'autonomie. L'autonomie, c'est ce qui va leur donner quand même le bonheur au travail, de ne pas avoir quelqu'un qui les suit en permanence. Sur certains, j'ai vraiment eu du mal et généralement, ils ne sont pas restés. Très honnêtement, ceux qui ne rentraient pas, je ne vais pas dire rentrer dans le moule parce que l'expression rentrer dans le moule ne me plaît pas parce que ça fait un peu conformer de force. Mais ceux qui n'adhèrent pas au projet, généralement s'en vont. Ils n'ont pas
Voilà, ils ont du mal à l'intégration dans le groupe aussi. Le groupe s'autorégule aussi. Vraiment, quand on a donné le niveau d'exigence à tout le monde se met à niveau. Et celui qui se met pas à niveau, il est un peu exclu par le groupe lui-même. Le management, il sort presque un peu de moi à ce niveau-là. Je dirais, moi, j'ai presque un rôle quelquefois à l'opposé de ce qu'on pourrait penser au management. Je ne vais pas dire que je suis happiness manager, mais en gros, en général, on a l'impression que le manager, il est là pour sanctionner et récompenser. Quand on a mis en place un certain degré d'exigence dans la société, en fait, c'est les gens entre eux qui commencent à créer plutôt les tensions. Et moi, j'en suis plutôt là pour dire non, mais créez pas de tension inutile pour ça, parce que moi, ça me dérange pas comment ça fonctionne. J'en suis plutôt à créer la norme de ce qui est acceptable et ce qui est pas acceptable, parce que quelquefois, les gens sont plus exigeants entre eux que moi, je ne le suis avec eux. On n'est pas finalement dans un management qui juge. On est plutôt dans un management de fluidité. Moi, je suis là pour graisser un peu les rouages et que les choses fonctionnent bien. Et toi qui étais un peu techos, ça t'arrive encore de coder? Ah ouais, non, mais si je faisais pas ça, j'exploserais. Ah si. Ah oui. Ah oui. Ah non, mais oui. Je suis en retard sur mon administratif, mais je code. Ah non, la première chose que je fais, c'est produire. Non, je produis. Je suis encore des plus productifs de la société. Ah, il faut que je fasse ça. Après, je me couche très tard pour faire mon administratif. Quand je peux coder, je code. Ouais. Si je fais pas ça, honnêtement, je vais perdre ma raison d'être, moi. C'est pas une question de crédibilité par rapport à l'équipe? Il y a une forme de crédibilité aussi. Parce que techniquement, forcément, j'ai commencé l'informatique il y a très longtemps, donc je suis encore un de ceux qui a le meilleur niveau. Et j'ai réussi à me maintenir à niveau jusque-là, donc c'est vrai que ça entraîne un peu les équipes aussi. J'ai un poste un peu de leadership au niveau du développement, au-delà de l'aspect entreprise, au niveau du développement technique, j'ai le leadership aussi. Donc c'est vrai que ça donne une crédibilité. Mais c'est vrai que moi, je vis pour ça. Je vis pas pour faire d'administratif. Surtout ceux qui ont déjà une entreprise savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se fait vraiment agacer de temps en temps en administratif. J'ai réussi à m'entourer de gens qui m'aident dans la gestion de la société. J'ai pris quelqu'un que je forme depuis des années à faire cette relève du management un peu plus terre à terre. Et du coup, je me fais aider pour cette partie administrative, pour rester à faire le technicien. Ça, c'est sûr. D'accord. Et quand tu parles de développement technique, c'est quoi? C'est de l'innovation? Ouais, l'innovation, la structuration en fait, mon travail, moi, c'est architecte d'un point de vue logiciel, c'est-à-dire que je pose vraiment les bases de comment les choses doivent se faire et après, je transmets aux techniciens et aux développeurs qui vont continuer dans la lancée de ce que je leur ai montré. En fait, je crée les premiers patrons de base, je donne les directions et après, les gens vont sur leur chemin dans les directions que j'ai indiquées. Tu auras un exemple de projet sans rentrer dans les détails, bien sûr? Alors, nous, on travaille beaucoup dans le monde de la restauration. Donc, on fait des logiciels pour gérer la manière dont les restaurants fonctionnent. C'est-à-dire comment est-ce que votre serveur prend la commande, comment les serveurs envoient ça en cuisine, comment la cuisine prévient le serveur que c'est fini, comment on facture tout le monde, comment est-ce qu'on paye, etc. etc. Donc, c'est des logiciels assez complexes qui nécessitent un bon niveau d'expertise aujourd'hui. On a su gagner ce niveau d'expertise-là. Et ça nous permet aujourd'hui d'aller sur des marchés un peu plus nationaux sur ce domaine-là. Ouais, type franchise? Ouais, sur des grands comptes, ouais. C'est à force d'expérience ou c'était une volonté d'aller dans la restauration? C'est à force d'opportunités. Voilà, on a eu les opportunités, on a su faire preuve d'innovation plusieurs fois pour répondre aux premiers besoins. On nous a ressollicité après, on a refait preuve d'innovation. L'innovation fait partie de l'ADN de la société. Moi, j'étais avant dans l'industrie. J'ai fait donc mon école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie jusqu'en 2007 dans le service recherche et développement pour la création de machines spéciales à Châteauroux. Donc, l'innovation, ça faisait partie de mon ADN. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que la société dure, que la société a de la croissance. Quand on a commencé en 2007, on était 3. Là, on est 18. Donc ça commence à faire quand même une belle croissance, toujours en créant des choses innovantes. On a fait des bornes interactives aussi qui étaient innovantes avec la 3D, avec mon ancien associé, et choses qui sont toujours d'actualité, qu'on va remettre là parce que ça va redevenir un peu plus le moment de le faire et que la technique a évolué. Il faut innover, mais même sur la communication de base, sur tous les métiers aujourd'hui, si on n'innove pas, de toute façon, on stagne. Et je vois pas, et je pense que le Covid a encore plus accentué cette nécessité d'innovation parce qu'on a changé le monde en fait de tout au tout. Je prends un exemple simple. Il y a 1 an et demi, si je te demandais de flasher un QR code avec ton téléphone, tu aurais sûrement su le faire. Ma mère, je pense que ça aurait été compliqué. Mais depuis que pour manger dans un restaurant, il fallait flasher un QR code pour avoir la carte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris quelle était la touche sur leur téléphone pour le faire.
ça implique que maintenant, quand tu raisonnes d'un point de vue communication, je vais créer par exemple une plaquette commerciale pour un industriel. Ben, en dessous de l'image de sa machine, je vais mettre un petit QR code pour aller voir la vidéo en ligne, pour aller chercher des informations complémentaires. J'ai plus peur, moi, en tant que concepteur de la communication, j'ai plus peur de mettre un QR code sur un support parce que je sais que maintenant les gens savent ce que c'est. Donc voilà, tout ça, ça fait que le monde change. Alors, je te dis pas que le QR code est un truc super innovant, mais tu innoves dans le sens où avant tu le mettais pas et maintenant tu le mets. Ça va devenir un standard. Donc sur beaucoup de choses, les standards évoluent. Donc tu es toujours obligé de choisir, de chercher le support de demain. Là, on est dans le truc écolo, donc forcément, nous on a des sessions régulières de brainstorming pour dire voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche pour nos clients demain, sur quel support ils vont venir nous chercher, sur quels besoins ils vont avoir. Alors, je parlais de la plaquette commerciale, c'est presque le mauvais exemple, parce qu'on fait de moins en moins de print, on fait de moins en moins de papier, parce qu'on donne de moins en moins de choses à la main. Alors, ça reviendra sûrement, mais du coup, de dire, bah voilà, faut faire du print, en même temps, faut faire la version numérique, en même temps, faut le lier au site internet, etc. Raisonner de dire, les gens vont moins consommer de ça, qu'est-ce qu'on peut leur donner en contrepartie pour combler quand même un besoin, parce que si on faisait quelque chose avant, c'est qu'il y avait un besoin. Comment est-ce qu'on fait pour combler ce besoin-là avec un autre moyen qui serait plus écolo, qui serait plus moderne, etc., etc. Les grandes tendances, toi, de la com, tu penses à quoi? Bah, aujourd'hui, forcément, on a le digital. Ouais. On va avoir un aller-retour dans le sens où on imprimait peu et ça va revenir parce qu'on commence maintenant à avoir des nouveaux supports qui sont antibactériens et antiviraux de base. Donc on a sur les poignées de porte et des choses comme ça. C'est tout ce qui va être support renouvelable, tout ce qui va être support qu'on va pouvoir réutiliser à plusieurs fonctions. On a beaucoup de choses maintenant où tu le donnes. On a des stylos par exemple, tu le donnes, puis après tu peux les planter pour faire un arbre. Bon, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais voilà, des supports comme ça, écolo, recyclés. Bon, forcément, tout support écolo, tout support recyclé. Du digital, forcément, de l'écran qui va venir à la place des vitrines statiques. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a plus vu de vitrines fermées que de vitrines ouvertes. Donc, s'il y avait eu un digital à la porte pour au moins faire la promotion du click and collect ou des choses comme ça, il pourrait y avoir eu de l'intérêt pour certains. Alors, beaucoup se sont rabattus sur les Facebook, etc. Mais ça vaut pas. Voilà. Aujourd'hui, on a fait comprendre aux gens que la boutique était ouverte 24/7 sur Internet. Mais quelque part, la boutique physique, elle n'a pas vraiment suivi. Elle était fermée, elle. Et donc, il va falloir commencer à communiquer un peu mieux sur les produits du moment, etc., etc. Donc, une certaine forme de digitalisation, avec un bémol quand même sur la partie prix et sur la partie écolo. C'est-à-dire, faut digitaliser, il faut mettre des écrans, mais les écrans doivent pas consommer énormément, ils doivent s'éteindre au bon moment, ils doivent faire tout un tas de choses comme ça. Donc, il y a vraiment tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Mais le digital, forcément, va prendre une grande place, c'est sûr. Et quand tu bosses en industrie, au début, il y a des enseignements que tu as reçus qui te servent aujourd'hui? Ouais, alors dans le management, c'était pas forcément l'industrie, c'était le chef que j'avais qui m'a donné des enseignements, qui avait une manière très familiale de manager. Quand on était chez Mid, c'était Mid Europe à l'époque. Le patron était aussi un technicien, un ancien technicien, donc sa manière de gérer était très familiale. Je pense que c'est un peu ça que j'ai hérité aussi. Moi, ce que j'ai retenu de lui, dans sa manière de manager, c'est que tu pouvais avoir un management familial. Ça n'empêchait pas de dire les choses aux gens, ça n'empêchait pas d'être exigeant. Et qu'il y avait quelque chose qui était super important, c'est que le manager, il est là aussi pour protéger ses équipes par rapport à l'extérieur. Moi, je me souviendrai toujours d'un truc vraiment, à mon sens, fondamental en management. C'est que quand il allait représenter la société vis-à-vis des clients, quand il allait montrer quelque chose qui ne marchait pas, il allait en prendre plein la tête. Mais jamais il allait dire « ouais, c'est mes équipes qui ont mal travaillé » ou n'importe quoi. Et c'était toujours lui. L'entreprise, c'est moi. Si quelqu'un était défaillant chez moi, c'est que c'est moi. Bon, par contre, quand il revenait, t'en prenais un petit peu, mais la protection des équipes, c'est ça qui était important. Après, ce que ça m'a appris l'industrie, c'est à parler avec des industriels aussi. C'est un peu différent de parler avec n'importe qui en termes de communication, parce qu'un industriel, ça veut quelque chose maintenant, ça veut quelque chose de carré, ça peut laisser un grand temps de silence et ça va revenir, ça va devenir urgent, etc. Mais voilà, c'est surtout le management familial qui peut être familial et dans une boîte de 80 personnes, être quand même efficace. Ok. Quand tu démarres AB Prod, tu te souviens des premiers contrats signés? Ouais, la première chose qu'on avait fait, on avait travaillé à l'époque avec Idepak, on avait fait la 3D du Mac 36, qui n'était pas encore construit à l'époque, en 2007.
Et on travaillait pour les industriels aussi au tout début. On avait vraiment... étant industriel nous-mêmes, en fait, le pitch d'AB Prod, quand on a commencé, c'était que les industriels avaient des beaux produits, mais qu'ils avaient beaucoup de mal à les mettre en valeur. Et que nous, avec notre savoir-faire dans la 3D, on pouvait leur apporter sûrement un nouvel axe de communication. Donc c'est un peu comme ça qu'on a démarré la société. Après, on a fait un peu de tout venant aussi. Et puis avant, on faisait appel à des graphistes externes. Après, on les a embauchés. Et puis on a commencé à grossir comme ça, à faire du développement logiciel aussi. On a fait plein de choses au départ, mais les premiers, c'était ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as en tête des échecs ? Alors, on a eu des échecs sur, en fait, principalement des projets qu'on a amenés par nous-mêmes. Parce que comme on a fait beaucoup d'innovations, on a développé tout un tas de choses, tout un tas de sujets sur les bornes interactives, par exemple, sur lesquels on a posé des brevets. On a été, alors AB Prod, je dis ça en étant très humble, on a été une boîte assez avancée en 3D en France. On a fait des salons comme le Laval Virtual, qui sont des salons de pointe sur la 3D. Mon ancien associé était un des mecs les plus forts que je connaisse en 3D. Moi, en développement logiciel, je me débrouille aussi pas mal. Donc, le mélange des deux faisait qu'on avait une bonne alchimie là-dessus. On a monté des projets. Et les échecs qu'on a eus, c'est qu'on n'a jamais réussi à les faire passer le cap de l'industrialisation. Parce qu'on n'a jamais voulu prendre le risque de rentrer dans l'investissement, dans le capital, dans tout ce qui était ce genre de choses-là qui, pour un technicien, ne parle pas du tout. C'est-à-dire, ce qui nous a manqué à cette époque-là, c'était un gestionnaire. Un mec qui gère les finances, qui est capable de faire une prise de risque, etc. On n'a jamais été capable de vraiment prendre un risque en faisant rentrer quelqu'un d'autre parce que la notion capitalistique dans la société n'avait pas de sens pour nous. Donc ça, c'était un échec. Ouais. Alors, un échec sans conséquence, je dis ouais, mais sans conséquence parce qu'on a réussi à rebondir et qu'on avait un business de base qui vivait bien. Mais sur nos projets innovants, on aurait pu, je pense, faire mieux si on avait accepté de se faire aider et d'industrialiser les choses. Ouais. Et tu penses que pour débuter, c'est mieux d'avoir un associé ou de débuter tout seul ? C'est bien d'avoir un associé. C'est après la répartition qui pose problème. Je vais pas te mentir, vivre tout seul, c'est bien aussi. Prendre ses décisions tout seul, c'est bien aussi. Quand on a le mental pour le faire. Être deux, ça permet quelquefois de se remettre en question. Ça permet aussi de se conforter quand on prend une décision. Parce que là, forcément, quand on est tout seul, on prend une décision, on est le seul à l'assumer. Hein. Quand on est deux, on peut au moins deux, je veux dire. On peut au moins en discuter. Et l'inconvénient, par contre, c'est si t'es pas d'accord à deux, faut qu'il y en ait quand même un qui tranche. C'est un peu ça aussi qui est la limite du concept de deux. C'est comme un couple, hein. À un moment donné, si t'es pas d'accord, tu peux attaquer le divorce. Faut avoir quelqu'un, je pense, de confiance à minima. Là, je travaille, c'est comme ça que je travaille avec Francesca. Francesca, c'est ma directrice générale, si tu veux. Moi, je vais être président au-dessus, elle directrice générale. On travaille à deux, mais c'est quand même moi qui ai le dernier mot. Mais on est quand même une relation assez claire pour se dire les choses et pour fonctionner correctement. Donc dans ce sens-là, je pense que ça fait sens d'être plusieurs. Après, le problème de l'associé, c'est la manière dont ça va fonctionner. Nous, on avait un système, je pense, qui pouvait atteindre des limites. C'est qu'on était des associés et on travaillait en même temps dans la société. C'est un peu compliqué. L'associé salarié, c'est toujours le truc compliqué. Parce qu'à chaque fois, le salarié mange un peu finalement du résultat par rapport à l'associé. Et donc, quelquefois, pour dire, moi, je me paye tant, toi, tu te payes combien ? Est-ce que c'est justifié ? J'ai rapporté tant, t'as rapporté combien, etc. On arrive dans des considérations qui peuvent être quelquefois terre à terre et un peu difficiles. L'associé, c'est bien, mais il faut vraiment poser les bases. Et soit personne est salarié, soit tout le monde est salarié, mais tout le monde touche la même chose. Mais moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Tout seul, je suis bien. Ok. Quel est ton message toi, aux équipes quand vous avez ces échecs-là ? Ouais, en fait, je pense que les équipes, elles se rendent pas compte en fait des marches qu'on a ratées, parce qu'à chaque fois, on a quand même fait des beaux trucs, quoi. C'est simplement qu'on les a pas montés là où on aurait dû les monter. L'échec a été surtout dans ne pas transformer l'essai, mais à chaque fois qu'on a fait nos démos, ça s'est super bien passé. À chaque fois qu'on a fait les salons, ça s'est super bien passé. La frustration, c'est de pas être arrivé plus haut, mais voilà. On a toujours bien travaillé. Encore une fois, c'est l'industrialisation sur laquelle on a pêché. Moi, je suis assez positif à chaque fois, même sur l'échec. Il y a un échec que si tu n'as pas tout fait pour y arriver. Si tu as tout fait pour y arriver, mais physiquement, c'était pas possible ou que mécaniquement, c'était pas possible, faut pas se flageller pour ça, quoi. Donc non, on essaie d'encourager un peu les équipes. Là, je te disais tout à l'heure, je suis un peu happiness manager. Justement, mon rôle, c'est ça, c'est de rebooster les gens qui peuvent être, eux, déçus du résultat.
Dire la démo, elle s'est moyennement bien passée. Ouais, mais les gars, vous avez bien travaillé. Ça sert à rien de vous flageller. On a fait le mieux qu'on a pu. Je suis super fier de vous, etc., etc. Il est là le travail en fait de management. Quelquefois, les gens se jugent moins bien que ce que réellement toi t'attends. Alors j'essaye de leur faire comprendre que la société, si moi ça me va, ça doit leur aller quoi. Ils ont pas à être plus exigeants que moi. Ouais. Quel est ton plus beau succès professionnel? Le plus gros succès, ça a été on a pris quelques beaux contrats ces dernières années, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a bien pris des risques, parce qu'on y a cru. Alors, parce qu'on a débranché notre cerveau aussi quelquefois, en se disant putain c'est un gros contrat, mais bon on va y aller, pourquoi pas nous. C'est enlever la pression, c'est ça? Ouais, enlever la pression, dire mais ouais les autres c'est des personnes normales aussi qui le font d'habitude, donc nous on peut le faire aussi. Tu dis ça parce que tu es une agence de province? Alors, on a eu ça quelques fois, ouais. On a eu ça, ouais. La première fois que notre gros client historique est venu dans les locaux à Châteauroux. Alors, c'est boîte parisienne, grosse corp, etc. Je me souviens toujours la première fois de la démo. Il est arrivé à la porte. Il a dit, écoute, tu vas refermer la porte. Je vais filmer l'entrée parce que les gens vont jamais vouloir croire qu'on a un fournisseur dans une maison berrichonne. Donc, je te laisse imaginer l'entrée en matière pour la démo. Mais on se heurte à ça, ouais, on se heurte un peu à ça. Et après, par le boulot, tu prouves que t'es pas plus mauvais qu'un autre, que tu peux même être meilleur. Et là, c'est forcément, ça donne la satisfaction. Le problème, c'est que le Berry est pas vu comme une zone technique, quoi. On serait à Rennes, on serait dans le sud, on serait à Nantes. Tu penses que ça joue? Ça joue un peu, honnêtement. Honnêtement, je pense que ça joue un peu, ouais. Les gens viennent pas chercher la technique dans le Berry, ils viennent pas chercher le truc, ils viennent chercher le repos, la braine, le calme. L'image d'extérieur du Berry est pas, et c'est une zone de repos, c'est pas une zone de travail technique. C'est à nous un peu de faire mentir les choses. Il y a cette image-là encore un petit peu. Je pense que ça va être de moins en moins. Alors, déjà, honnêtement, le Covid va avoir rabattu quand même pas mal les cartes là-dessus, parce que déjà, le Covid va avoir quand même ventilé beaucoup de cadres des villes vers la province. Donc maintenant, quand tu vas arriver en province, dans une zone où il fait bon vivre, tu sais pas si tu vas pas tomber sur un cadre qui était anciennement en ville et qui a un gros niveau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux tomber sur un mec qui était un cadre à Paris, puis qui en a eu marre de Paris, qui est venu dans le Berry, parce que c'est sympa de venir dans le Berry quand même, on est quand même bien. Et donc, je pense que ça peut rabattre un peu ce genre de choses-là. Après, il y a déjà des gens très bien ici, on n'est pas obligé de venir que de s'installer pour être bon, mais il y a des gens bons ici aussi. Dans le management, je voudrais qu'on parle de recrutement. Ouais. Et je voudrais savoir si toi, tu avais des trucs quand tu embauchais. En fait, j'ai toujours été nul à ça. Je pense que tu peux prendre toutes les personnes d'AB Prod et leur demander comment était leur recrutement. Je pense qu'ils ont tous une histoire. En fait, j'ai pas de piège. Tu sais, quelle est votre meilleure qualité, quel est votre meilleur défaut, machin. Je parlais de scénarisation tout à l'heure. J'ai pas ces trucs scénarisés là. Je fais venir les gens, je leur parle normalement. Certains, je les ai recrutés en short et en tongs. Sur la terrasse du bureau. Je donne plus la chance au feeling à ceux qui ont l'air motivés, ceux qui veulent, même s'ils ont des parcours improbables, s'ils sont motivés, s'ils ont envie de venir, voilà, je fais au feeling. Si j'ai l'impression qu'ils vont bien se mettre dans le groupe, bien se mettre dans le moule. Donc dedans j'ai tout, ouais. C'est un peu, je vais pas dire c'est la cour des miracles, mais j'ai un peu de tout. J'ai des gens. Mon premier recruté, c'était un ancien joueur de foot pro qui a joué à la Berry en Ligue 2. Donc, quand il avait plus de genoux, il s'est dit qu'il allait faire autre chose. Donc, de l'informatique. Et donc, je l'ai embauché. J'en ai qui étaient au lycée agricole et qui sont venus un jour en me disant bonjour, je veux devenir intégrateur web. Ouais, d'accord. Bon, ok, on va essayer. J'ai des profils improbables. Mais les gens sont motivés. Ils sont toujours là. C'est des très bonnes recrues. Ils se sont mis dans le moule. Moi, je suis plus dans l'essai. Alors, je vais être méchant avec les écoles, mais en plus, les gens sortent de l'école avec un niveau qui est complètement pourri, surtout en domaine technique, parce que on va beaucoup trop vite. L'informatique va beaucoup trop vite par rapport aux écoles, en fait, qui n'arrivent pas tout à suivre. Donc, de toute façon, il faut que je reforme les gens. Donc, qu'ils viennent avec un bagage ou sans bagage, à la rigueur, je m'en fiche. C'est vraiment l'attitude qui m'intéresse. Les gens, maintenant, les jeunes, ils veulent plus perdre leur temps et perdre leur vie. Et souvent, tu t'aperçois qu'ils se sont ratés dans leurs orientations au départ parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Tu demandes à un mec, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors maintenant, il y a les stages de troisième. Alors j'en ai beaucoup comme ça qui essayent de savoir. Mais avant, tu faisais des orientations, c'était semi-aléatoire, quoi. Donc, tu as des gens qui arrivent, qui n'ont pas forcément le bagage, mais alors qui sont motivés à faire quelque chose. Et bon, je leur donne plutôt leur chance. Il y a beaucoup de recrutés aussi chez nous qui sont des anciens apprentis, des anciens stagiaires.
Donc ça laisse le temps de voir comment ils rentrent dans le groupe avant de leur proposer quelque chose derrière. Je pense qu'on est à 80 ou 90% de gens qui étaient au moins apprentis ou stagiaires avant d'être recrutés chez nous. On a mis beaucoup l'accent sur ça en termes de recrutement. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mon école d'ingé par apprentissage, donc j'ai pas besoin d'être évangélisé là-dessus. Je sais très bien ce que ça apporte, les tenants et les aboutissants. Donc c'est comme ça qu'on fait pour avoir les gens. C'est pas qu'une histoire économique, c'est vraiment une histoire de recrutement. Je parlais des stagiaires de troisième. On prend énormément de stagiaires de troisième, par exemple. Parce que, pour moi, ça doit leur permettre de savoir s'ils veulent venir dans ce domaine-là ou pas. Pour éventuellement les retrouver 4-5 ans après. On en a certains qui nous ont renvoyé des CV quelques années après, en disant quand je suis venu, j'ai vraiment vu que c'était ça que je voulais faire, donc je recandidate et ils reviennent après. Donc on essaye d'aider les gens à trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et après, ils peuvent se tromper, ils peuvent se dire c'est chiant ce que vous faites. Oui, ça peut. Et je viens pas. Bon, ok. Et toi qui passes beaucoup de temps dans la boîte ou pour la boîte, est-ce que tu as des moyens de déconnecter ? En fait, moi, je fais de l'informatique en fait. Encore une fois, c'est ma passion et mon métier. Non, je fais de l'informatique, je fais du sport aussi. Quoi comme sport ? Je fais du foot en salle, moi. Ouais. Du squash aussi, comme maintenant que on a un super équipement pour faire ça, c'est top. En fait, moi, je break pas, je fais pas de. En termes de management, je pense que c'est important aussi. Je fais pas de break de vacances. Moi, j'ai pas pris de vacances depuis 3 ans parce que j'ai pas ce besoin-là. Je dilue en fait mes breaks au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si un vendredi après-midi j'ai pas envie de travailler, on travaillera pas. Dans la boîte, ça fait bizarre aux gens, mais il y a des consoles de jeux. Quand on a fait une démo et que la démo s'est bien passée, après on va faire un petit Mario Kart. On va se détendre comme ça. En fait, je dilue un peu la détente comme ça. Faire d'autres choses. Là, tu vois, tu es dans un bâtiment qui a été refait. Je fais les travaux. Les travaux, ça détend. Je sais pas, c'est dur à expliquer, mais il suffit de faire autre chose, mais de le faire tranquillement, et on peut le diluer au fur et à mesure du temps. J'ai pas de sacralisation de dire tiens, tous les lundis, je vais aller courir, tous les machins, etc. Non, on dilue, c'est au fur et à mesure du besoin. Quand tu fais autre chose, tu arrives à splitter l'esprit, ouais. Tu ne penses pas boulot à ce moment-là. Non, en général, j'arrive bien. Quand je fais les travaux, quand je suis en train de faire l'électricité ici, je me concentre sur l'électricité. Alors, quand tu fais du sport, c'est assez simple, c'est un peu comme courir, donc tu poses pas de questions. Non, j'arrive à peu près à bien découpler, ouais. C'est important. Puis surtout de pas culpabiliser de faire autre chose que du travail. C'est ça là, le point clé. Tes équipes, elles arrivent à faire ça ? Encore une fois, si moi je culpabilise pas, elles culpabilisent pas en fait. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, quand je sens qu'elles sont pas prêtes à travailler, je les force pas à travailler, quoi. Ça sert à rien. On va tous se détendre ensemble. Ça va jouer sur la cohésion du groupe. Et puis on va se détendre. Sur les travaux, en plus, nous intellectuels, faut pas forcer, ça sert à rien. En fait, il y a un phénomène que les gens en management que les gens apprennent pas, qui est fondamental. Ça s'appelle la dépression post-projet. Alors ça. C'est le fondamental de la gestion de projet et du management à mon sens. En fait, la dépression post-projet, c'est que tu viens d'avoir une grosse échéance, tu as fait les portes ouvertes, tu as fait les trucs comme ça. Une fois que tu as passé cette échéance-là, quand tu as fermé les portes, le dernier visiteur est parti, tu n'as plus rien dans ton cerveau. Tu n'es plus capable d'avancer parce que, en fait, tu as un phénomène de dépression dans ton cerveau qui fait que tu n'es plus capable d'être en état de marche. Et souvent, les gens, ils se flagellent un peu de ça. Ils disent, j'avance pas, merde, faut que j'avance. Et ils se forcent à travailler, ils se forcent à faire ces trucs-là. C'est le pire de ce qu'il faut faire. Il faut se détendre. Quand tu es dans ce truc-là, il faut se dire, on va faire autre chose. Et puis il va être en retard, on va être en retard, c'est pas grave. Mais il faut s'accorder ces moments-là de détente. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand on a fait une belle démo, on a une démo en début d'après-midi, à 4 heures, la démo est terminée, tu sais que ça s'est bien passé, on finit à 18 heures, nous, de 4 à 6, tu fais rien. Hein. Tu fais rien. Tu vas faire un jeu vidéo, tu fais rien. Tu ranges ton bureau, tu fais autre chose. L'erreur la plus grosse à faire en management, c'est de forcer les équipes à travailler dans ces moments-là. C'est de pas comprendre qu'en fait, les gens sont pas capables d'être à 100% tout le temps. Quand tu fais ça, quand tu pousses les équipes, c'est comme ça que tu crées le burn-out. Et donc, on va jouer tous ensemble, on va faire tous un truc ensemble. Je renvoie pas les gens chez eux, parce que si je renvoyais les gens chez eux en leur disant allez, rentrez, dégagez, vous avez fini votre journée, ils pourraient culpabiliser chez eux en fait. Ils n'auraient pas le sentiment d'être au travail. Là, ils ont le sentiment d'être encore au travail jusqu'à 18h. Ils ont leur chef qui va jouer avec eux.
Et du coup, ils culpabilisent pas de jouer avec leur chef. Et pour eux, ils sont dans une relation de boulot, ils sont dans les heures de travail. Et du coup, c'est comme ça qu'on permet de faire sauter les soupapes. C'est vraiment tous ces moments-là qu'il faut prendre. Et vraiment, le rôle du manager, c'est de démystifier ces moments-là en disant t'inquiète pas, t'es pas en faute. Je cautionne ce que tu fais. Comme ça, au moins, tout le monde en profite et tout le monde se détend. Donc ça, c'est les phases importantes. Donc pour vraiment couper du boulot, faut juste savoir profiter du temps qu'on a en dehors du boulot. On avait une discussion ensemble, je me rappelle, sur l'heure d'embauche. Faut pas que ça dérive trop, mais il faut respecter un peu les habitudes des uns et des autres. Il y en a certains, ils sont très opérationnels le matin, d'autres moins. D'autres, ils ont beaucoup travaillé la veille. D'autres, tu sais, qui cogitent beaucoup. L'heure d'embauche, en fait, c'est assez fluctuant. Alors, généralement, nous, on met quand même une marge. Hein, c'est 9h, 9h30. Voilà, mais les gens arrivent un peu comme ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils ne fassent pas 9h30 tous les jours. Tu vois, qu'ils puissent faire à 9h. Puis s'ils arrivent à 9h30, c'est pas grave. Mais c'est être adaptatif. Et là, encore une fois, mon rôle à moi, parce que tu as des gens qui sont hyper exigeants sur l'horaire, qui vont dire ah, mais moi, je suis arrivé à 9h, l'autre, il est arrivé à 9h30. Mon rôle à moi, c'est vraiment de dire oui, mais moi, je m'en fous qu'il arrive à 9h30. Donc, ça va pas t'agacer toi. C'est moi que ça doit agacer si ça doit agacer quelqu'un. C'est pas toi. Donc moi, je suis là pour fluidifier, pour dire ce qu'est la normalité, ce qui est acceptable pour moi. Après, quand ça dépasse trop, je vais voir la personne, disant bon là, ce serait bien quand même que quelquefois tu te rates pas. Mais ouais, j'en fais pas un truc critique parce que quand les gens travaillent bien à côté, ça sert à rien d'être trop chiant. Sur les horaires, en fait, vraiment l'idée c'est que j'essaye d'enlever tout parasite à la vie des gens, que la société soit pas vue comme un point négatif. Les horaires, donc, en font partie. C'est-à-dire, le mec t'embauche à 9h, t'es derrière un camion à 9h moins 5, faut pas que le mec il panique en disant je vais être en retard. Tu vois, là, t'es en train de créer un moment de frustration. Si le gars il sait qu'à 9h05, c'est pas grave, il va arriver en disant putain, j'étais derrière un camion. Oui, bah, t'étais derrière un camion, ok, bon, 9h05, point, c'est pas grave. De la même manière, s'il y en a qui me disent j'ai essayé d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est chiant et il peut me prendre qu'entre telle heure et telle heure, c'est pendant les heures du bureau, c'est chiant. Bah ouais, mais tu y vas, quoi. Aller chez l'ophtalmo, c'est important. Donc les gens peuvent s'absenter en journée s'ils le veulent, s'ils en ont besoin. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois, ils me préviennent. C'est pas l'auberge espagnole non plus. Les gens rentrent pas et sortent n'importe comment. Ils vont dire tiens, je serai pas là à telle heure parce que j'ai un rendez-vous. Bah ouais, ok, tu y vas. Donc ça fait partie des choses où on essaie de fluidifier. Je pense que c'est encore plus important maintenant Covid. Parce que entre le télétravail, le présentiel, etc., les gens commencent à prendre aussi des flexibilités. C'est-à-dire que finalement, quand ils sont en télétravail, ils ont cette possibilité de sortir un peu comme ils veulent. Alors, tu as un télétravail super strict, mais techniquement, c'est très difficile. Mais ils ont gagné une certaine flexibilité, donc on ne pourra pas leur enlever tout au tout. Il faut vraiment garder cette souplesse-là pour arriver à faire que leur expérience avec la boîte soit une expérience positive, quoi. Qu'ils ne se disent pas c'est chiant cette entreprise où il faut faire 9h, 18h et pas... Voilà. Il va être le gros progrès, s'il faut en trouver un, de cette pandémie. C'est l'adoption du télétravail et un peu de régulation là-dessus. Ça va aussi être des gros défis en management. Enfin, ça faut être clair. Hein. Ça va devenir quelque chose qu'on ne pourra pas enlever aux gens. Le télétravail, on ne pourra plus l'enlever. Il va falloir arriver à trouver un juste milieu. Ils veulent la souplesse, mais celui qui a chez lui son bureau, il va bien travailler. Celui qui est sur sa table de salon, il travaillera moins bien. Là, il va falloir gérer au cas par cas. Ça va être obligé un peu d'être au cas par cas. Ça qui va être un peu tendu en termes de management, c'est qu'on va vraiment gérer plus cas par cas sur il reste chez lui, il vient quand, il fait quoi. Il va falloir vraiment prendre en considération la manière dont la personne peut travailler chez elle. Sur les graphistes, nous, on avait déjà mis ça en place. En fait, les graphistes chez nous, c'était la population qui vit le plus loin. Paradoxalement, mes graphistes habitent tous à au moins 30 km de Châteauroux. Donc, on avait déjà commencé à mettre en place le télétravail avant le confinement. Et elles ont exactement la même machine chez elles que au bureau. Je leur ai fourni exactement la même machine pour qu'elles aient les mêmes conditions de travail. Donc, c'est vrai qu'elles sont moins embêtées. Et puis après, c'est comment est-ce qu'on accède aux fichiers, comment est-ce qu'on gère tout ça. Tout ça, il faut le prendre en compte. Mais le télétravail, ça va pas être si anodin à intégrer dans les entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, ça va pas être si anodin. Moi, je fais le télétravail, par exemple, mais les gens ont toujours un bureau ici. C'est-à-dire, j'en ai pas profité pour réduire de diminuer par deux le nombre de postes au bureau. Chacun a son bureau ici et son bureau à la maison.
Donc ça, c'est aussi important pour qu'ils gardent, faut qu'ils aient le sentiment que quand ils reviennent, ils appartiennent toujours à l'entreprise. C'est un peu ce qu'on a perdu avec le télétravail. Il y a des gens qui pensent, ils savent même plus chez qui ils bossent, quoi. En plus, nous, on a déménagé pendant le truc. S'il y en a un qui se repointe aux anciens bureaux, il va trouver qu'il n'y a plus personne, il va prendre peur. Tout un tas de choses comme ça où la flexibilité, l'adaptabilité, etc. Beaucoup de sujets à retravailler à la rentrée. Ça se fait à la rentrée, au déconfinement, on va dire. Ouais. Arnaud, je voulais savoir quel est ton principal défaut et est-ce que ça t'a joué des tours dans ta vie professionnelle? Ouais, alors je m'assagis. Non, j'ai été très sanguin. J'étais un garçon très sanguin. Ça m'a joué des tours. J'ai pris des baffes. T'as un exemple? Je suis sanguin avec des clients proches et avec qui finalement ça a mal tourné. Donc je regrette un peu ce qui a été dit, ce qui a été écrit, qui peut être un peu mis contre moi. Sur la négo? Ouais, sur des relations qui sont devenues conflictuelles. Quelquefois, j'aurais mieux fait de me taire. J'aurais mieux fait de pas envoyer de mails sous l'effet de la colère. Petites choses comme ça. Donc, sanguin et chef d'entreprise, je pense que c'est incompatible. C'est incompatible. Enfin, avoir un caractère fort et chef d'entreprise, c'est incompatible. Je vieillis, heureusement. J'ai l'impression que ça s'améliore quand même. J'ai l'espoir, en tout cas, que ça s'améliore. Alors, c'est aussi une qualité d'avoir un caractère fort quand tu es chef d'entreprise. Tu me posais la question tout à l'heure de savoir s'il valait mieux être tout seul ou plusieurs. Quand tu es tout seul, il vaut mieux avoir un caractère fort. C'est pour ça que je pense que chez les chefs d'entreprise, il y a pas mal de têtes en bois. On va dire ça gentiment comme ça. Mais c'est aussi un défaut d'avoir une tête en bois. AB Prod est souvent partenaire d'événements, un peu partout. On en avait discuté aussi, de clubs, d'événements, de manifestations. C'est toujours le cas? Tant qu'on peut, on essaye. Très honnêtement, je pense que les sociétés, les entreprises, elles ont un rôle au niveau du monde associatif et tout ça. En fait, on est là, on a une responsabilité vis-à-vis des gens. Donc, à un moment donné, on doit aussi donner de la fluidité dans les associations quand elles ont envie d'organiser quelque chose, etc. Je pense qu'on a quelque chose quand même à rendre. On doit jouer un rôle là-dedans. Donc, j'essaye au maximum de redistribuer un peu ce que je gagne. Alors, ça fait un peu, je suis pas communiste, je vous rassure, mais je pense qu'on a un rôle à jouer. Il y a un rôle social. Ouais, il y a un rôle social, au-delà du RSE classique, mais une association, elle va avoir du mal à réunir les fonds pour faire des organisations de choses. C'est là que l'entreprise, elle peut mettre un peu d'argent, quoi. Quand tu as une entreprise qui tourne à peu près correctement, il faut aider les associations. Après, il y a d'autres associations que tu aides aussi pour l'aspect communication et image de la société. Il n'y a pas que de la petite association sur laquelle tu fais du mécénat pour envie d'aider. Il y en a aussi certaines qui te donnent une crédibilité et qui font que tu vas passer des strates dans ta crédibilité sur la vie de ta société à toi. T'as un exemple ? Ouais, alors, faut prendre positivement ce que je dis, mais tu prends la Berrichon Football, par exemple. La Berrichon Football, elle n'a pas besoin de moi. Mais la Berrichon Football, être partenaire, ça te donne quand même une certaine crédibilité. Ça te donne quand même, ça te place dans un certain groupe, en fait. Donc ça fait partie des choses où tu les aides pas pour l'envie de les aider. Quand on va faire les galas de boxe, par exemple, quand on est partenaire des galas de boxe, l'argent qu'on donne, on sait immédiatement qu'il y a une transformation. Sur la Berrichon Football, on sait qu'il y a un peu plus de distance entre nous et puis le fonctionnement de la société, même si je pense qu'il y a quand même un impact du partenaire. Donc il y a quand même un aspect statutaire aussi là-dedans. Il faut alimenter les deux. Il ne faut pas chercher que le statutaire parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut aussi abonder sur les petits projets, les petits festivals. En fait, on s'aperçoit qu'en entreprise, tu peux aider quand même vachement de monde. En fait, tu as des associations qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup pour organiser quelque chose. Et quand tu les aides, ça les débloque vachement. D'accord. Arnaud, le podcast s'appelle Goodberry et je voulais savoir quel était ton endroit préféré, toi, dans le Berry et pourquoi. Ouais, alors je vais être basique. Moi, c'est Maillet, c'est mon village en fait. Tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on change ses idées. Écoute, le week-end dernier, je suis allé me balader dans mon village avec mon père et ça m'a fait vachement de bien. C'est posé, c'est au milieu des champs, il n'y a rien et c'est là que je suis bien forcément. Je suis un campagnard à la base. Maintenant, je suis à la ville, mais je suis un campagnard à la base. Et voilà. Donc, je pense qu'on a plein de petits villages, mais forcément, celui où tu as grandi, il y a toujours un peu plus d'affection pour toi. Et donc, c'est là que je suis bien. Ouais. D'accord. Et quand tu te retournes, toi, sur tout ton parcours, de quoi t'es le plus fier ? La fierté que j'ai, on en parlait tout à l'heure pour les associations. Je suis content à un moment donné quand j'aide quelqu'un à faire quelque chose. Tu vois, il y a des gens qu'on aide qui vont juste faire le rallye des gazelles, par exemple. Je suis content d'aider ces gens-là. Je suis content de faire ces choses-là. Je suis content que avec moi, il y a 18 personnes et puis que grâce à moi et grâce à leur travail, mais
là tu me poses la question pour moi, grâce à tout ce qui est fait, ils vivent correctement, ils arrivent à finir les fins de mois, ils font des choses qu'ils aiment bien, etc., etc. C'est tout ça dont je suis fier. Après le reste, encore une fois, j'ai jamais voulu devenir chargé d'entreprise. Si tu me connais bien, quand on sponsorise, généralement, si j'arrive à envoyer quelqu'un d'autre pour représenter la société, je le fais. J'évite moi de le faire. J'aime pas du tout être dans les projecteurs ou les choses comme ça, donc c'est pas une fierté personnelle. Après voilà, j'ai juste envie de me dire à un moment donné, j'ai fait les choses qu'il fallait faire et puis c'est tout. Sur le monde du web, si on veut te contacter, toi Arnaud ou ABprod, www.abprod.com, on a un beau site internet. Ah oui, on a tout. Et si vous sollicitez, vous aurez une de mes commerciales qui vous rappellera et ce sera beaucoup plus agréable que moi. Super. Merci Arnaud pour la discussion, c'était super intéressant. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Hello, j'espère que cette rencontre avec Arnaud vous a intéressé. Et si vous écoutez ce message, c'est que manifestement, ça vous a plu. Quelques nouvelles de la communauté de Goodberry qui ne cesse de grandir avec plus de 700 écoutes au compteur, ce qui me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à parler de ce podcast local autour de vous afin que les talents de notre territoire soient reconnus et connus. Je vous parlerai bientôt d'un volet participatif afin de booster la visibilité du projet Goodberry, mais d'ici là, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien.